Bienvenue à toutes et à tous sur l'ORTB, il est 13h, tout de suite le sommaire de ce journal. Atelier national portant sur la prise en charge des adolescents infectés par le VIH, une action soutenue par la Fondation Claudine Talon. Toujours au menu de ce 13h, révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Vous suivrez la réaction de quelques têtes couronnées de paracou dans un instant. Puis tournée du préfet de Laliborie dans les 6 communes du département. C'était du 29 au 31 octobre dernier. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. La prise en charge des adolescents infectés par le VIH préoccupe l'ensemble des acteurs. À cet effet, un atelier national de validation du paquet de services de prise en charge et soutien aux adolescents infectés par le VIH s'est tenu à Cotonou. Le point avec Ariane Da Silva et Ramatou Lawani. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2 millions d'adolescents vivent aujourd'hui dans le monde avec le VIH-Sida, dont 82% en Afrique subsaharienne. Au Bénin, on estime à 4 000 le nombre d'adolescents vivant avec ce virus et seulement 37% ont accès aux antirétroviraux. Ces données témoignent qu'il y a un véritable besoin de développer des stratégies différenciées non seulement pour le dépistage, mais aussi pour les soins et soutien aux adolescents. Selon les estimations de l'ONU-SIDA, les adolescents sont le seul groupe d'âge où les décès causés par le sida ne diminuent pas significativement, alors que tous les autres groupes d'âge rassemblés ont vu ce chiffre baisser. Le sida est aujourd'hui la première cause de décès chez les adolescents, âgés de 10 à 19 ans en Afrique. Les adolescents constituent donc un groupe très vulnérable en ce qui concerne le VIH-Sida. Plusieurs raisons pourraient l'expliquer. Ceci est en partie dû aux difficultés liées aux spécificités de cette tranche d'âge, ainsi qu'à la fragilité, voire la faiblesse de nos systèmes de santé en termes d'offres de services et de ressources humaines de santé spécifiquement dédiées aux adolescents. Ceci est également dû au fait que les systèmes de collection d'informations tels qu'ils se présentent aujourd'hui ne permettent pas d'avoir des informations précises sur cette cible, les données étant disponibles pour les enfants de 0 à 14 ans et les jeunes de 15 à 24 ans et les adolescents âgés de 10 à 19 ans se superposant entre ces deux derniers groupes. Mais aujourd'hui, grâce aux traitements antirétroviraux, des progrès remarquables ont été enregistrés. Dans la prise en charge du VIH pédiatrique, de multiples facteurs ont contribué à faire passer le VIH, maladie fatale, menaçant la vie des enfants, vers un VIH, maladie gérable et chronique. Un nombre croissant d'enfants atteints du VIH dès le sein maternel peut désormais être mis sous traitement antirétroviral efficace, survivre aux périodes vulnérables de la petite enfance. Un autre impact, un nombre de plus en plus important de femmes enceintes peut bénéficier de régimes antirétroviraux de plus en plus puissants, permettant ainsi de réduire le nombre d'enfants infectés par cette voie. Un autre impact qu'on peut citer, un nombre de plus en plus important d'enfants infectés dépistés précocement grâce à l'accès aux différents tests. Il reste toutefois des défis à relever. C'est ce qui justifie la tenue de l'Atelier national de validation du paquet de services de prise en charge et soutien aux adolescents infectés par le VIH. Une initiative de la Fondation Clinton Health Access Initiative et du programme santé de lutte contre le sida appuyé par la Fondation Claudine Talon. Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à une série de communications dont les normes et recommandations internationales en matière de paquets d'offres de services aux adolescents infectés par le VIH.
Les députés de la 8e législature ont apporté des amendements techniques à la Constitution du 11 décembre 1990, une initiative saluée par les têtes couronnées à Parakou. On écoute ici quelques têtes couronnées de la cité des Kobourou au micro de Nestor Sela et de Michael Nouati. Je suis très content de ça parce que beaucoup de Béninois s'inquiétaient. Tout président de la République du Bénin ne peut faire que 10 ans. Et une fois 10 ans fait, celui-là ne peut plus revenir. Ça là, je suis très content de ça d'une part. Et d'autres, toutes les institutions que nous avions, leur délai c'était 5 ans. Seule l'Assemblée avait 4 ans. Ils ont aussi accepté de ramener le cadre de l'Assemblée à 5 ans, mais aussi en corrigeant une autre erreur parce que en les ramenant à 3 mandats. C'est-à-dire, ces députés, après 3 mandats consécutifs, celui qui le fait ne peut plus être député. Certains avaient pris ça comme une carrière, ce qui empêchait à d'autres de ne pas venir. Or, dans un pays qui se veut responsable, il est quand même bon qu'on essaie de former les jeunes pour leur léguer le pouvoir. Ce qui m'a enchanté en plus, c'est reconnaître les chefferies traditionnelles. Ça nous arrange parce que dans certains pays limitrophes tels que le Nigeria, les chefs traditionnels sont rémunérés, même si ce n'est pas suffisant. Quant au Togo aussi, c'est la même chose. Aussi, je crois que la même chose se passe au Burkina, de même qu'au Cameroun. Les députés vont voter. C'est vraiment une très belle initiative que l'Assemblée ait voté pour la retouche de la Constitution. Et ceci pour 3 innovations majeures. Premièrement, l'idée d'organiser des élections générales. Cela va nous permettre d'économiser de l'argent en évitant des dépenses liées au communal, aux législatives, puis à la présidentielle. Ensuite, la meilleure représentativité des femmes au sein de l'Assemblée. Cela permettra de motiver davantage les femmes. Et enfin, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution. Ils ont vraiment toutes nos félicitations et les bénédictions de ma cour royale. Ce journal se poursuit. Les responsables du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin étaient vendredi dernier à la cour royale d'Abomey. Une visite de courtoisie effectuée par Jacques Ayadi, président du parti, et sa troupe en prélude au premier congrès extraordinaire du mouvement prévu pour se tenir à Abomey. Le point avec Kolaole Boniface Biaou. Cette visite des leaders du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, est une civilité au roi pour signaler leur séjour sur la terre d'Abomey. Le parti et notamment ses responsables ont pris sur eux de venir faire leur civilité à Sa Majesté Dada Sagbadjou Glélé. On ne peut pas fouler le sol royal d'Abomey sans prendre une telle posture. Et donc, il fallait venir recevoir les bénédictions de Sa Majesté. Et donc, c'est ce qui a été fait. Le roi Kessé Sagbadjou Glélé et sa cour ont été très heureux de cette marque de considération. Dans une ambiance festive, les leaders de ce parti ont été reçus en bon digne fils du Bénin et le président est élevé à l'occasion au rang de ministre et dignitaire de la cour royale d'Abomey. 2 années après son installation et sa mise en service effective, le tribunal de commerce de Cotonou a fait son évaluation, et ce à travers un séminaire qui porte sur la justice commerciale, état des lieux et perspectives. Au rang des participants, professionnels de droit, chefs d'entreprise et chefs d'entreprise, disais-je, et experts comptables. Plus de précisions à travers cet élément. Créé en 2016, le tribunal de commerce de Cotonou est compétent pour trancher les contentieux commerciaux et traiter les difficultés des entreprises. Pour les acteurs conviés à ce séminaire, il est question de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru depuis la création de cette juridiction commerciale à Cotonou et d'évaluer ses défis et contraintes.
Ces 2 années sont passées si vite que l'on pourrait presque oublier que l'institution est toute nouvelle, que le bébé ne fait que ses premiers pas et a encore grand besoin de l'attention de toutes les parties prenantes, les pouvoirs publics, le secteur privé, les acteurs judiciaires, les partenaires au développement et j'en oublie. Ce séminaire est pour nous tous l'occasion idéale pour exprimer les préoccupations de tous ordres relatives au renforcement de la justice commerciale dans notre pays. Le Conseil des investisseurs privés du Bénin est un partenaire du tribunal de commerce de Cotonou. Nous avons organisé un dîner débat sur les thèmes des conflits sociaux et c'était notre première rencontre, en tout cas officielle, avec le président du tribunal de commerce actuel. En effet, au cours de ce dîner débat, M. William Kojok-Pakpassou, actuel président du tribunal de commerce de Cotonou, a fait une conclusion sans appel. Les entreprises sont souvent condamnées parce qu'elles ne suivent pas les procédures prescrites par le Code du travail. Pour la sécurité des investisseurs nationaux et étrangers, le tribunal de commerce, première juridiction spécialisée en matière commerciale au Bénin, a vu le jour grâce à la promulgation de 2 lois. Dès le début de son mandat, le président de la République a promulgué successivement les lois 2016-15 et 2016-16 du 28 juillet 2016 créant les juridictions de commerce dans notre pays et organisant les règles particulières. Au bout de 2 années d'activité, le tribunal de commerce de Cotonou a justifié la pertinence de sa création en montrant son dynamisme dans l'accomplissement de sa mission et je dois souligner que les échos en termes de satisfaction des usagers traduisent l'esprit d'engagement de ses animateurs ainsi que celui des avocats, huissiers de justice, notaires, experts comptables, tous ceux qui interviennent dans le processus juridictionnel. Ce dynamisme du tribunal de commerce de Cotonou a d'ailleurs permis à notre pays de progresser, notablement au niveau de l'indicateur exécution des contrats dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Les recommandations issues de ces travaux vont faire l'objet de plaidoyers par le groupe de travail justice pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin. La première session criminelle au titre de l'année 2019 au tribunal de première instance de 2e classe de l'Okossa s'ouvre ce lundi. En tout, 15 dossiers sont au menu de cette session. L'annonce a été faite lors d'un point de presse donné jeudi dernier. Suivons ici un extrait des propos du procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de l'Okossa. Au cours de cette session, qui durera 13 jours, 32 accusés, dont 2 femmes et 30 hommes, sont appelés à comparaître devant le tribunal statuant en matière criminelle pour être fixés sur leur sort individuel. 27 de ces accusés sont en détention et 5 en liberté, appelés à se constituer prisonniers au plus tard la veille de l'audience, conformément à la loi. Au total, 15 dossiers sont inscrits au rôle de cette session qui passe ainsi pour être la première de l'histoire du tribunal de première instance de 2e classe de l'Okossa. Sur les 15 dossiers retenus, 13 concernent les atteintes aux personnes et se déclinent comme suit. 8 cas d'atteinte volontaire à la vie, dont 5 cas d'assassinat incluant une complicité, 2 cas de meurtre et 1 cas de parricide. Les autres cas d'atteinte aux personnes sont au nombre de 5, dont 4 cas de viol sur mineurs et 1 cas de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. C'est donc
pour donner une réponse judiciaire à la taille de ces déviances sociales et dissuader les probables futurs candidats au crime que la présente session est programmée. Son organisation est l'expression même du renouvellement de l'engagement de la justice au service de la nation en général et des citoyens du ressort du tribunal de Lokossa en particulier. Les audiences sont par principe ouvertes au public. Quiconque le désire peut assister au débat sans aucun formalisme. La série de formation des députés de la 8e législature pour une meilleure analyse du projet de loi de finances gestion 2020 qui va bientôt passer en étude en plénière à l'Assemblée nationale se poursuit. À l'Assemblée nationale se poursuit, disais-je ainsi, après le séminaire d'appropriation du dit document. Les députés apprennent à se familiariser avec le système national d'intégrité. Reportage. Des experts des finances publiques invités à animer une série de communications pour meubler les 2 jours de travaux de cet atelier. Un atelier d'information et de formation des députés sur le système national d'intégrité, le SNI, et l'examen du projet de loi de règlement gestion 2017. La formation, financée par le PNUD et conduite par des structures spécialisées de l'Assemblée nationale, devrait permettre aux parlementaires de se familiariser avec certaines notions et certains principes propres à la gestion des finances publiques. Ça ne permet pas de créer une société vertueuse. Nous pouvons par nécessité rendre les gens vertueux en les amenant à vouloir imiter les vertus et à faire en sorte que le bien public soit mieux géré. Les sanctions négatives, nous ne pouvons pas nous en passer, certes, mais à côté de ces sanctions négatives-là, faisons aussi la promotion des sanctions positives. Encourageons ceux qui font bien. Faisons en sorte qu'ils soient connus de tous, qu'ils soient visibles, pour qu'ils soient des modèles à suivre. C'est un élément important à mon avis. La faiblesse de la consommation des différents crédits alloués résulte souvent du manque d'organisation conséquent des institutions, expliquent les experts. Il faut alors trouver des mécanismes devant rendre plus dynamiques ces institutions, propose-t-il. Comment y parvenir, s'interrogent alors les députés. Au cours de leur exposé, je mets un accent sur la faiblesse des institutions. Je m'attendais à ce qu'au moins qu'ils énumèrent quelques forces qu'on pouvait accorder à ces institutions pour qu'elles deviennent vraiment fortes. Parce que, comme l'a dit l'ancien président américain, l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Mais comment rendre nos institutions effectivement fortes? Le présent atelier va être complété par d'autres au cours de la semaine qui s'annoncent pour renforcer chez les députés leur capacité à mieux analyser le projet de loi de finances et gestion 2020 actuellement déposé sur la table des parlementaires à Porte-Nouveau. Je l'annonçais en titre, du 29 au 31 octobre, le préfet de la Libérie a effectué sa tournée statutaire dans les 6 communes du département, à savoir Karimaman, Malanville, Kandi, Banikwara, Segbana et Gogounou. De nombreuses questions ont été évoquées au cours des différentes rencontres. Il s'agit entre autres de la transhumance du secteur éducatif, de la santé, des infrastructures et transports, ainsi que la sécurité. Le point de cette tournée avec Abdoulofou Idrissou et Yves-Patrick Loko. Karimaman et Malanville constituent la première étape de la tournée du préfet de la Libérie. Ces communes partagent des difficultés semblables. Les transhumances qui créent des problèmes entre éleveurs et agriculteurs, l'insuffisance d'enseignants dans les classes, les formations sanitaires qui attendent également du personnel. Les présidents des conseils communaux font le bilan de leurs activités. La mobilisation des ressources est appréciable. Le bitumage de la route Guéné-Karimaman est une doléance. Et nous reviendra, nous, en tant que coordonnateurs, n'est-ce pas, des actions de l'État dans le département, de voir, et relativement au programme d'action du gouvernement, ce qui est prévu et ce qui sera fait dans les jours à venir. Par rapport au conflit entre agriculteurs et éleveurs, je crois que vous nous rendez compte et nous ne cessons de vous donner, n'est-ce pas, des conseils
par rapport à ça. Deuxième journée de la tournée, Segbanan et Gorgounou. L'exercice est le même. Les problèmes rencontrés sont relatifs à la transhumance, le manque d'enseignants dans les classes. Les problèmes de sécurité ne sont pas du reste. À Gorgounou, plusieurs cas de grossesse en milieu scolaire sont enregistrés et les réflexions sont engagées pour renverser la tendance. Les kidnappings de personnes contre rançon sont évoqués. Je voudrais retenir essentiellement qu'au niveau du département de l'Alimori, la gouvernance locale est en train de prendre. Nous avons constaté dans toutes les communes que les organes communaux surtout fonctionnent correctement. Banikwara, comme les autres communes de la Liborie, fait des efforts. Ici, les actes de naissance de 1936 à 2018 sont numérisés. Les élèves inscrits en série scientifique C font l'objet d'une attention particulière. À Kandi, les lignes bougent également. L'hôpital de zone a besoin de moyens. Les conseils où nous avons constaté quelques difficultés, la cohésion est en train d'être retrouvée. Nous les avons encouragés, n'est-ce pas, à ce que cette cohésion-là soit renforcée, parce que c'est ensemble, n'est-ce pas, qu'on est fort. Nous sommes revenus également, n'est-ce pas, sur le fait que la tutelle apaisée, n'est-ce pas, qui a été toujours et qui reste, n'est-ce pas, notre credo, est en train, n'est-ce pas, d'être renforcée un peu partout. Ils l'ont rappelé, ils l'ont apprécié. À chaque étape de la tournée, chargés de mission du préfet et directeurs départementaux des services de l'État sont conviés à apporter des réponses aux préoccupations des communes. Don de moyens roulants aux conducteurs de taxi-moto du 11e arrondissement. L'initiative émane du conseil d'administration de la Mutuelle d'assistance sociale d'Afrique qui œuvre pour le social au Bénin. Robert Edor et Petronil Lokossou. Faites-en bon usage. La clé remise à ces conducteurs de taxi-moto qui reçoivent un coup de main de la Mutuelle d'assistance sociale d'Afrique, MAS Africa. 20 motos neuves au total données à ces conducteurs pour les aider à changer leur outil de travail afin d'améliorer leur rendement. Faire du social le socle du développement de l'Afrique, une ambition du conseil d'administration de la Mutuelle d'assistance sociale d'Afrique, MAS Africa. Ils ont reçu une bonne moto, ils ne vont plus tomber malades, mais ils ont aussi des livrets de santé. L'objectif derrière, c'est que tous les Béninois, que les 12 millions de Béninois puissent avoir accès gratuitement aux soins de santé. C'est l'objectif derrière MAS Africa. Et c'est chemin faisant, lorsqu'on était en train d'étudier la faisabilité du projet, que l'idée d'attribuer des motos aux EM est venue. Ils ont dit que c'est les motos qui nous rendent souvent malades. Et comme c'est les motos qui les rendent souvent malades, il faut les changer des motos. Parce qu'ils ont des motos qui ont déjà 10 ans, 12 ans de vie. Lutter contre la précarité, le sous-emploi et le chômage, une préoccupation pour les initiateurs. Le don des moyens de déplacement qui vont servir aux ZIM est un acte très fort lancé au 11e arrondissement pour donner le top et un message très fort à la jeunesse. Par nos propres efforts, nous pouvons aussi contribuer au développement. Donc nous sommes venus soutenir la jeunesse, soutenir les émigrants qui exercent un métier noble, qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille et leur dire que le chef de l'État les a dans le cœur et dans son programme intime pour les accompagner, pour mieux développer et mieux se nourrir et se prendre en charge grâce à leur métier. Nous avons cette différence dans le 11e arrondissement, cet esprit communautaire qui nous rassemble tous. Comme vous le savez, le 11e, c'est des vieux quartiers du Bénin. Et quand on dit des vieux quartiers, nous avons des sages qui nous ont laissé des héritages que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est ça l'exemple aujourd'hui. Un geste salvateur signé MAS Africa qui vient soulager ces conducteurs de taxi-moto du 11e arrondissement.
Le prix Grand Baobab, première édition, a été attribué ce mercredi au président camerounais. Paul Biya vient ainsi de recevoir un plébiscite des têtes couronnées d'Afrique pour toutes ses actions de paix dans son pays au cours de ces dernières années. Le prix vient aussi consacrer le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières comme un véritable garant de la paix en Afrique. Henri Fatina et Francis Faton pour le reportage. Le prix, le Grand Baobab, est ici dévoilé. Le premier à l'avoir est Paul Biya, président du Cameroun, pour son engagement pour la paix. J'ai eu la chance, dans mes fonctions de ministre d'État de la République centrafricaine, avoir rencontré plusieurs fois ce président. Avec l'arbre à palabre, ce grand dialogue national instauré par le président camerounais dans son pays, l'homme a réussi à fédérer le Cameroun autour d'un idéal. Il est ici apprécié. Les valeurs humaines et morales qui caractérisent les prises de décision et les actions du président Paul Biya, à notre entendement, se nomme, entre autres, équité, justice, égalité, don de soi, patience, et j'en oublie. C'est le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières qui est à l'origine de cette initiative. Son président en est fier. Ce que nous avons devant vous comme prix, le baobab. Cet arbre dans tous les pays est reconnu. C'est sous les grands baobabs que les conflits entre les pays se réglaient. Nous avons réfléchi beaucoup. Et à un moment donné, nous avons tous décidé que ce prix, très cher, soit le baobab. Pour la circonstance, des démonstrations de Zambito ont permis aux hôtes de connaître l'autre Afrique, celle qui reste mystique, puissante, soutenue par les rois d'Afrique. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur le RTB. À bientôt.